Tout de suite, la maison de Christian avec Christian Pesset. Bonjour, bienvenue dans la maison de Christian, dans ce nouvel épisode. C'est déjà le 111e. Je vous rappelle que vous pouvez tous les retrouver sur le site reno-info-maison.com. Et aujourd'hui, je vais donc vous présenter cette nouvelle émission, cette émission Web TV, podcast, vidéo, pour aménager, équiper, rénover, améliorer votre maison, la rendre plus économe, notamment en énergie. Vous retrouverez cette émission comme d'habitude, donc je vous le disais, sur reno-info-maison.com, sur la page Facebook dédiée, sur LinkedIn et sur la chaîne YouTube dédiée également de cette émission. Je vais répondre dans celle-ci à la question de Rojo qui me demande comment éviter que les petits oiseaux nichent, ils ont une drôle d'idée, nichent dans la sortie de sa VMC. Évidemment, c'est chaud, c'est sympa, c'est ventilé. Eh ben, ils aiment bien ça, c'est normal. Je vais lui expliquer comment on peut éviter cela. Mon coup de cœur produit de la semaine, alors sera pour une nouvelle cheville. Vous allez voir qu'on peut encore inventer en la matière. Je vous dirai quelles sont les qualités de ce nouveau matériel. Mais tout de suite, je vais vous parler avec un invité habituel, Jean-Pascal Chira. Je vais vous parler d'adaptation du logement quand on a une perte d'autonomie ou qu'on est une personne âgée ou qu'on a des parents, des oncles ou tantes dont on veut s'occuper, donc dans un appartement. L'invité de Christian Pesset. Bonjour Jean-Pascal Chira. Je rappelle, vous êtes délégué général du club de l'amélioration de l'habitat. Pour commencer, vous pouvez nous rappeler ce qu'est ce club ? Alors oui, effectivement, le club de l'amélioration de l'habitat a été fondé il y a 30 ans maintenant, en janvier 92, à l'époque à l'initiative de grands acteurs qu'ont été l'ANA, le ministère du Logement, la Fédération du Bâtiment. Et ça s'est développé avec le temps. Aujourd'hui, nous sommes 70 membres. Ce sont des institutionnels, des organisations et des fédérations professionnelles, des grands industriels, des banques, des assureurs, certificateurs. Bon, l'ensemble, on peut dire, des grands acteurs qui interviennent sur ce vaste marché qui est celui de la rénovation, amélioration de l'habitat français, du secteur résidentiel, donc qui est un secteur important, une activité importante de plus de 50 milliards d'euros chaque année. Nous avons une mission qui sont de mesurer, comprendre et agir pour dynamiser les activités de rénovation et entretien, une doctrine qui est celle de la qualité de la vie des habitants, le confort d'usage et la performance environnementale, mais aussi la qualification des professionnels. Et nos travaux, ce sont des études de marché, études sociologiques et groupes de réflexion qui nous permettent donc de produire des recommandations et des propositions délivrées dans le cadre de colloques ou sur notre site internet ou dans des publications. Alors comment peut-on préparer le public au maintien à domicile, qui est d'ailleurs la priorité pour beaucoup de gens qui sont encore en bonne forme ou qui sont encore, on va dire, valides ? Nous le savons, diverses études démontrent que les seniors souhaitent vivre leur période de vieillesse chez eux. Pour autant, ils n'ont pas toujours, peut-être même pas souvent, conscience de la nécessité d'adapter leur logement pour vivre dans des conditions de meilleure sécurité notamment. L'étude démontre que 12% seulement des gens ont conscience de cela et sont prêts à faire des travaux. Seulement 12%. Les autres, soit ils n'en ont pas conscience, soit peut-être même ils sont dans le déni de travaux. Donc, il faut aujourd'hui, pour répondre à votre question, qu'on agisse en termes de communication. Il faut parler, il faut informer, il faut driver la communication vers ces publics cibles de manière ouverte, objective, pour sensibiliser le public. Voilà ce qu'il faut faire et il ne faut pas tarder à le faire pour préparer le lancement des dispositifs. Est-ce qu'il y a des recettes, est-ce qu'il y a un référentiel qui pourrait être suivi par les professionnels du bâtiment, notamment les spécialistes de la rénovation ? Ces référentiels, ils existent, ils sont tout à fait consultables sur des sites de l'ANA, donc sur lesquels je reviendrai.
globalement, retenons qu'aujourd'hui, ils ont été mis à jour, ils sont actualisés. Il y a quelques grandes idées qui circulent. Je récite très vite fait, hein. Des travaux dans le domaine donc, des pièces principales comme les salles de bain et les cuisines, les douches plein pied, les lavabos adoptés, les robinetteries, les douches thermostatiques, les WC rehaussés, réglables en hauteur, barres d'appui, meubles adaptés en cuisine et biais fixes utilisables pour les personnes à mobilité réduite, également les montes-escaliers, les mains courantes, etc. Aussi l'élargissement, l'adaptation des passages, des carrelages ou des revêtements antidérapants, des fenêtres adaptées, coulissantes, aménagement de parking, etc. Voilà, j'ai été court, mais il y a toute une liste de travaux aujourd'hui accessibles qui sont des travaux recommandés et qui vont être d'ailleurs éligibles et aidés dans le cadre des dispositifs qui vont se mettre en place comme MaPrimeAdapt. Quel rôle peuvent jouer les ergothérapeutes et, on va dire, les assistants de vie dans ces projets? Vous les avez consultés dans vos travaux? Nous avons intégré dans le cadre du club un organisme qui s'appelle Bellavie, qui est un réseau d'ergothérapeutes important. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, nous avons parrainé au niveau du club un protocole, une convention de partenariat qui a été établie entre précisément le réseau Bellavie et un autre réseau fort connu qui s'appelle Handibad Développement, qui est un réseau de professionnels artisans du bâtiment qui est animé par une qualification qui est celle de l'adaptation du logement. Et donc ces deux organismes se sont rapprochés en fait pour rédiger une convention qu'ils ont signée, c'était au moment d'ailleurs du salon Balsmat. L'objectif, c'est de créer une synergie par la mise en œuvre de conseils, de prestations et de travaux fiables dans un souci commun d'amélioration de la qualité de vie et de sécurisation pour les bénéficiaires de prestations réciproques. Pour les artisans, c'est aussi l'objectif de pouvoir diminuer le reste à charge par une optimisation des travaux et améliorer la crédibilisation de leurs prestations. Voilà, l'alliance, enfin le rapprochement de ces deux corporations, si on peut dire, ça se passe bien, c'est très profitable. Il faut rechercher justement à ce que les choses se mettent en bonne concordance. Ne faudrait-il pas une montée en compétences de ces professionnels dédiés à ce type de rénovation? Est-ce qu'il y a une certification de cette profession? Il y a aujourd'hui des labels qui existent déjà depuis quelques années. CAPEB avait développé le label Handibat et Silverbat et côté FFB, c'est les pros de l'accessibilité. Bon, ces labels existent. Ils se traduisent par des formations, qui sont des formations techniques spécialisées sur un certain nombre de jours. Et ils ont pour vocation, pour but, d'amener les professionnels à être meilleurs, en fait, pour mieux identifier les problématiques du vieillissement, c'est important, de la population, ou en situation de handicap, parce que souvent les deux vont ensemble, mieux analyser les demandes et les besoins de leurs interlocuteurs, savoir appliquer les réglementations en termes d'accessibilité, et savoir également ce qu'on appelle une approche globale des travaux d'accessibilité, proposer des offres en bouquet de travaux et aussi prendre en considération les besoins des utilisateurs du bâtiment, l'utilisation des nouvelles techniques, des nouveaux matériaux, etc. Donc, aujourd'hui, ces labels existent. La question qu'on se pose, elle est posée objectivement par le ministère, dans le cadre de la mise en place de MaPrimeAdapt, est-ce qu'il y aurait suffisamment en nombre d'entreprises qui ont ce label pour pouvoir assurer les travaux? C'est une question, on n'a pas forcément la réponse, mais probablement qu'il faut intensifier la montée en compétences de l'ensemble de ces professionnels. Ne devrait-il pas y avoir un conseiller, un assistant, comme il en existe aujourd'hui pour MaPrimeRénov' en matière thermique? Est-ce que ça ne serait pas une bonne chose pour être sûr du résultat? Des organisations et des organismes, je citais le mouvement Solia, existent, c'est important puisque ce sont des opérateurs qui, aux côtés de l'ANA, vont apporter un accompagnement, vont assurer un accompagnement auprès des habitants, notamment en faisant intervenir des techniciens du bâtiment, mais aussi des ergothérapeutes pour ce qui concerne
l'adaptation du logement et aider au montage des dossiers. Donc, c'est ce qu'on appelle des assistants à maîtrise d'ouvrage. La vraie question, vous la soulevez, est-ce que, un peu à l'instar de ce qui va se passer avec MaPrimeRénov', c'est-à-dire la mise sur pied d'un réseau professionnel qui fera essentiellement que ça, faut-il faire pareil pour MaPrimeAdapt? Peut-être, c'est une réflexion, mais probablement qu'il faudra s'appuyer sur ce qui existe déjà, pour tout simplement l'étendre, peut-être probablement à la faveur du développement de ce marché qui va devenir extrêmement conséquent dans les années qui vont venir, probablement adapter le réseau des accompagnateurs. Alors à ce sujet, puisque je viens de parler de MaPrimeRénov', qu'est-ce qu'il y a comme aide aujourd'hui pour l'adaptation du logement pour les personnes âgées? L'ANA aide 20 ou 30 000 logements chaque année avec un dispositif qui s'appelle Bien vieillir chez vous ou avec Habiter facile, ça s'appelle comme ça. C'est un dispositif qui permet aux personnes de bénéficier d'aides financières conséquentes, de subventions, selon bien sûr un niveau de ressources. Alors c'est jusque 50% pour ce qu'on appelle les ménages très modestes qui correspondent à des barèmes de rémunération qui sont affichés sur les sites de l'ANA et à 35%. Le vrai sujet maintenant, c'est d'augmenter cette activité, car MaPrimeAdapt va avoir pour objectif de primer à peu près 70 000 logements par an. Bon, donc on va passer de 30 à 70 000 à partir de 2024 pour les logements qui seront aidés. Mais en ce qui concerne l'adaptation des logements, on peut considérer évidemment que 100% des logements vont devoir être traités parce que les personnes qui ont avancé en âge ont toutes la même difficulté. Et ce n'est pas 70 000 qu'il faudrait traiter, c'est à peu près 10 fois plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à peu près 10 millions de logements qui hébergent ou qui vont héberger des personnes qui auront plus de 70 ans. Millions de logements en France qui devront être traités dans les 10 à 15 ans grand maximum à venir. Ça veut dire que si on divise par 10, on va se trouver aux alentours de 7 millions de logements, donc 700 000 logements à traiter par an. Donc, le vrai sujet va être là. MaPrimeAdapt va accompagner en termes d'aide à peu près 70 000 logements, donc ça sera le double de ce qui se fait aujourd'hui, mais il va falloir élargir sur le dispositif MaPrimeAdapt, ou en tout cas entraîner à ce que des maîtres d'ouvrage s'engagent dans les travaux d'adaptation de leur logement, parce qu'à un moment ou un autre, ils vont tous être concernés. Donc voilà, donc on est vraiment au début d'un dispositif. Encore une fois, il existe déjà en partie, mais il va falloir largement l'intensifier. Alors, ces personnes âgées, il faut bien dire, elles sont assez perdues dans la constitution d'un dossier qui d'ailleurs souvent doit être réalisé en ligne. Qui peut donc les aider? Aujourd'hui, on peut guider et assister dans la démarche ces personnes âgées pour travailler sur leur projet de travaux et de montage de dossiers. Encore une fois, ces assistantes à maîtrise d'ouvrage vont apporter toute l'aide technique, administrative, juridique, sociale. Alors, comment faire? Aujourd'hui, la demande de l'aide Habiter facile pour les personnes âgées, donc ce dont j'ai parlé, s'effectue en ligne sur le site de l'ANA ou en remplissant des formulaires de demande de subvention qui peuvent être trouvés auprès des services instructeurs des aides de l'ANA dans le département ou dans les centres communaux d'aide sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes âgées ne sont pas isolées. Elles ont un certain nombre de recours, de sources d'informations qu'elles peuvent activer elles-mêmes ou pour lesquelles leur entourage ou les aidants peuvent les guider. Voilà. Donc, il y a effectivement déjà pas mal de solutions. Comment éviter les arnaques pour ces personnes sensibles qui peuvent être la proie des arnaqueurs? Déjà, ne pas hésiter à communiquer, à inciter toutes ces personnes à mieux s'informer auprès de leurs proches. Bien sûr, des proches fiables. Ne pas laisser entrer n'importe qui chez eux, sans s'assurer de leur qualité. Proposer éventuellement une visite ultérieure si ça nous permet de prendre du temps. Rappeler un voisin ou un membre de la famille pour assister à la conversation. En fait, il faut d'abord se montrer méfiant
vis-à-vis de toute démarche, de tout démarchage, au passage, on le sait, est interdit, le démarchage téléphonique. Voilà. Donc, ne pas hésiter quand on engage, on prévoit des travaux, de vérifier, de comparer les prix, de comparer les solutions. Et puis, là, encore une fois, de ne pas hésiter à se tourner vers des associations qui permettent de protéger les consommateurs qui ont besoin d'être protégés. Donc, oui, il y a un risque, parce que population fragile et ce type de marché peut attirer un certain nombre, malheureusement, d'entreprises scrupuleuses, mais il y a aussi des moyens pour se prémunir, pour se protéger, pour se renseigner. Voilà. Personne, là, encore une fois, n'est laissé pour compte. Merci Jean-Pascal Chirac, je rappelle, vous êtes délégué général du club de l'amélioration de l'habitat et nous parlions donc de l'adaptation de la maison, du logement pour les personnes à mobilité réduite ou pour les personnes âgées. Merci à vous, cher Christian, bravo pour votre émission et à très bientôt. Votre question à Christian Pesset. Alors, la question qui m'est posée aujourd'hui, elle est assez amusante, mais peut-être pas pour celui qui la pose, un dénommé Rojo. Il me dit, les oiseaux ont fait leur nid dans la ventilation centralisée et évacuation de cuisine, autrement dit de la VMC. Quelle entreprise peut monter sur le toit pour ôter ses nids et placer quelque chose devant ces évacuations pour éviter que cela recommence? Alors, les oiseaux, c'est effectivement bien sympathique, mais ça peut devenir indésirable. La preuve pour notre internaute. Alors, au lieu de les chasser, il est possible de les détourner de l'entrée de la VMC, tout simplement en installant sous les gouttières des nids en argile, par exemple, qu'on peut trouver dans le commerce pour les accueillir. Ça sera plus facile que d'aller pour eux dans la VMC. Alors, il en existe de nombreux modèles, et notamment pour les passereaux et pour les hirondelles. Là, ce sont des petits nids en argile qui ressemblent à ce nid que les hirondelles sont capables de constituer. Alors, c'est amusant de voir d'ailleurs les hirondelles au printemps déloger les passereaux qui ont squatté leur nid pendant l'hiver et le début du printemps. Mais il peut évidemment se passer que les expulsés, bien du coup, se rabattent, par exemple, sur la VMC en question. Alors, le mieux est de les protéger, de protéger l'entrée de votre VMC par un closoir, c'est le terme officiel, c'est-à-dire un grillage à petite maille, qui d'ailleurs est déjà installé dans un certain nombre de sorties de VMC par le concepteur de ces accessoires. Vous pouvez aussi découper un cercle dans ce type de grillage, démonter si c'est possible le chapeau de la sortie de VMC et puis remonter le chapeau, mais évidemment c'est un peu du bricolage, mieux vaut trouver un système déjà conçu pour cela. Alors les grillages, ce sont des grillages à petite maille de 3,5 mm de côté. Alors pour ne pas prendre de risques vous-même, c'est un couvreur, tout simplement, qui est le mieux habilité, me semble-t-il, pour installer un closoir que vous lui aurez demandé ou que vous aurez acheté dans le commerce. Alors, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette question-réponse, comme toutes les précédentes, sur le site reno-maison.com. Le coup de cœur produit de Christian Pesset. Alors, le coup de cœur produit, je vais vous parler aujourd'hui d'une nouvelle cheville. Vous allez certainement penser qu'il n'y a pas grand-chose à inventer en matière de cheville. Vous allez voir que vous vous trompez. Alors, chacun d'entre nous a eu maille à partir un jour avec les chevilles. J'ai listé les aventures qui peuvent nous arriver. On ne parvient pas à la faire entrer dans le trou alors qu'elle est a priori adaptée au diamètre de la mèche.
il y a la cheville qui flotte dans le trou, qu'il faut tenir en même temps qu'on introduit la vis, et puis ensuite il va falloir la visser. Il faudrait une troisième main, pour ainsi dire, celle qui tourne dans le trou. Ça, c'est un grand classique lorsqu'on veut serrer la vis. Il y a aussi celle qui disparaît dans le trou, parce que vous l'avez percé un peu trop profond, et pof, la cheville, vous pouvez plus la rattraper, et vous avez un mal fou à visser une vis, c'est le cas de le dire, dans cette cheville. Il y a celle qui ne convient aussi que pour un seul matériau. Alors vous en avez pour les matériaux pleins et puis d'autres pour les matériaux creux, mais vous n'avez jamais la bonne au moment où vous allez attaquer un travail. Alors il y a la nouvelle cheville, Fisher SX Plus, qui évite tous ces désagréments. Alors là aussi, j'ai listé ce qu'elle faisait. Elle est à quadruple expansion, ce qui lui permet de s'adapter aux matériaux pleins et aux matériaux creux. Elle s'insère au doigt d'un simple coup de pouce. Alors ça, c'est aussi sympa, il n'y a pas besoin de taper avec un marteau pour rentrer la cheville. Elle possède 2 ailettes latérales pour la maintenir bien en place au moment du vissage. Et enfin, elle possède une collerette qui du coup, empêche qu'elle ne risque de tomber au fond du trou quand le trou est un peu trop profond, si elle godaille un peu dans ce trou trop grand et trop profond. Alors cette cheville, elle est proposée en 9 diamètres. Elle est en nylon, j'ai oublié de le dire, mais elle se présente en 9 diamètres, de 4 à 14 mm. C'est rare qu'on fasse des trous de 14 mm. D'ailleurs, les perceuses en général sont à genoux quand il s'agit de percer des trous pareils, par exemple dans de la maçonnerie. Et puis aussi de 6 à 10 mm, il y a une version allongée de cette cheville. Cette cheville, c'est donc la SX Plus de chez Fisher. Vous la trouverez en grande surface de bricolage, en magasin spécialisé et aussi donc en négoce de matériaux qui fournit aussi ce type d'accessoires. Eh bien, voilà, la maison de Christian touche à sa fin. Bientôt un nouvel épisode, c'est-à-dire la semaine prochaine, le samedi, à partir de 8h. Vous la retrouverez, cette émission, donc sur reno-info-maison.com, sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn, plateforme un peu plus spécialisée, sur notre chaîne YouTube, La Maison de Christian, et sur Facebook, sur la page dédiée à l'émission, ainsi qu'à notre site. Donc c'est reno-info-maison.com, je le disais tout à l'heure. À la semaine prochaine, travaillez bien, mais ne préjugez pas de vos forces et de vos compétences. Les entreprises, les artisans, les professionnels sont là aussi pour faire un travail de qualité, un travail correct qui vous donnera toute satisfaction. À la semaine prochaine.